Le 23 août 2003, une petite fille de 7 ans disparaît en plein jour sur une plage bondée de Perros-Guirec, en Bretagne. Léa Fontaine joue près des rochers pendant que sa famille pique-nique à quelques mètres. En moins de 15 minutes, elle s'évapore sans laisser la moindre trace. Aucun cri, aucun témoin, aucune piste. Les recherches mobilisent des centaines de personnes pendant des semaines. On fouille chaque centimètre de la côte, on interroge des dizaines de témoins, on analyse des heures de vidéosurveillance des commerces environnants. Rien. Pendant 15 ans, sa mère Claire vit dans l'incertitude la plus totale, incapable de faire son deuil, incapable d'avancer. Puis, en juin 2018, un photographe amateur décide de numériser ses anciennes photos de vacances. En agrandissant un cliché pris ce jour fatidique d'août 2003, il remarque quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une silhouette floue, à l'arrière-plan près des rochers, où Léa a été vue pour la dernière fois. Un homme qu'il ne se souvenait pas avoir photographié. Un homme qui observe la petite fille. Cette découverte fortuite va rouvrir une enquête que tout le monde pensait classée et révéler une vérité qui a été dissimulée pendant 15 longues années. Comment cette photo cruciale est-elle passée inaperçue pendant si longtemps? Et surtout, qui est cet homme sur la photo? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles, comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Perros-Guirec est une commune bretonne située dans le département des Côtes-d'Armor, célèbre pour son littoral spectaculaire de granit rose et ses plages familiales. En 2003, la ville compte environ 7000 habitants permanents, un chiffre qui triple pendant la saison estivale. La plage de Trestraou, longue de près d'1 kilomètre, est l'une des plus fréquentées de la région. Elle est bordée d'un côté par une promenade où s'alignent des hôtels et des restaurants, et de l'autre par des formations rocheuses impressionnantes qui plongent dans l'océan Atlantique. Les marées y sont importantes, caractéristiques typiques de la côte bretonne, avec des coefficients qui peuvent atteindre des niveaux élevés pendant certaines périodes de l'année. Claire Fontaine a 32 ans en août 2003. C'est une femme discrète et organisée, professeure des écoles dans un établissement de Lannion, une ville située à une dizaine de kilomètres de Perros-Guirec. Depuis sa séparation d'avec Marc, le père de Léa, survenu 2 ans plus tôt, elle élève seule sa fille dans un petit appartement du centre-ville de Lannion. La séparation s'est faite à l'amiable. Marc, ingénieur civil, travaille sur de grands chantiers qui le font voyager régulièrement. C'est d'ailleurs cette absence répétée qui a progressivement éloigné le couple. Il n'y a jamais eu de dispute violente, pas de tromperie, simplement une vie commune, devenue impossible avec les obligations professionnelles de Marc. Ils ont gardé des rapports cordiaux pour le bien de Léa, qui voit son père un week-end sur 2 et pendant la moitié des vacances scolaires. Léa est une enfant lumineuse. À 7 ans, elle déborde d'énergie et de curiosité. Elle adore dessiner, particulièrement les animaux marins et les coquillages qu'elle collectionne depuis qu'elle est toute petite. Sa chambre est remplie de bocaux contenant des coquilles de toutes formes et de toutes couleurs, chacune soigneusement étiquetée avec le lieu et la date de sa découverte. Claire a développé cette passion chez sa fille en l'emmenant régulièrement à la plage, même hors saison. Pour Léa, chaque sortie en bord de mer est une aventure, une chasse au trésor où elle peut enrichir sa collection. Elle a ses endroits préférés, notamment les zones rocheuses où se forment des petites mares à marée basse, véritables aquariums naturels où elle peut observer crabes, anémones et petits poissons pendant des heures. Isabelle Garnier est la meilleure amie de Claire depuis l'université. Elles se sont rencontrées en première année de formation pour devenir institutrices et ne se sont plus quittées depuis. À 29 ans, Isabelle est célibataire et sans enfant. Elle travaille comme institutrice dans la même école que Claire, ce qui renforce encore leur complicité. C'est une femme enjouée, spontanée, l'opposé du caractère plus réservé de Claire. Isabelle adore Léa, qu'elle considère un peu comme sa nièce. Elle passe régulièrement des soirées chez les Fontaines, aide Claire dans les moments difficiles et participe souvent à leur sortie du week-end. Pour Léa,
Tata Isabelle fait presque partie de la famille. L'été 2003 est particulièrement chaud en Bretagne. Après une année scolaire éprouvante, Claire a décidé de prendre quelques jours de repos avant les grandes vacances d'août, qu'elle passera chez ses parents dans le Finistère. Isabelle lui propose de l'accompagner pour une journée à la plage à Perros-Guirec, un jeudi. Marc doit récupérer Léa le vendredi suivant pour 2 semaines. Claire accepte avec plaisir. Elle prévoit de partir tôt le matin pour profiter de la marée basse, moment idéal pour explorer les rochers et trouver des coquillages. Le mercredi 22 août au soir, Claire prépare méticuleusement le sac de plage. Elle plie les serviettes, vérifie qu'elle a la crème solaire, les chapeaux, les seaux et les pelles pour Léa. Elle prépare également un pique-nique copieux. Sandwichs au jambon, tomates, fruits, gâteaux secs, bouteilles d'eau et jus de fruits. Léa est surexcitée. Elle a déjà choisi le maillot de bain qu'elle portera, un modèle bleu ciel avec des étoiles de mer imprimées, et elle a préparé son petit sac à dos rose contenant son carnet de dessin, ses crayons de couleur et un guide d'identification des coquillages que son père lui a offert pour son anniversaire en mai. Ce soir-là, elle a du mal à s'endormir. Claire doit lui lire 3 histoires avant qu'elle ne ferme enfin les yeux vers 22 heures. Le jeudi 23 août 2003, le réveil sonne à 7 heures. Le ciel est dégagé. La météo annonce une journée ensoleillée avec des températures qui devraient atteindre 28 degrés dans l'après-midi. Isabelle arrive chez Claire à 8 heures précises, comme convenu. Elles chargent la voiture et prennent la route vers Perros-Guirec. Le trajet dure environ 25 minutes. Léa, installée à l'arrière, chantonne des comptines et pose 1000 questions sur les coquillages qu'elle pourrait trouver aujourd'hui. Elles arrivent sur le parking de la plage de Trestraou vers 8h40. À 7h matinale, il y a encore de la place, mais Claire sait que d'ici midi, le parking sera complet. C'est l'un des avantages d'arriver tôt. Elles descendent vers la plage en empruntant l'escalier qui mène au sable. La marée est basse, comme prévu. L'océan s'est retiré, laissant apparaître une vaste étendue de sable humide et de rochers couverts d'algues. L'air sent l'iode et les embruns. Des mouettes tournent dans le ciel en poussant leurs cris caractéristiques. Claire choisit un emplacement stratégique à mi-chemin entre l'eau et les rochers, suffisamment loin de la foule qui commencera à arriver dans quelques heures, mais avec une vue dégagée sur toute la zone. Elles installent les serviettes, plantent le parasol dans le sable, disposent la glacière et les sacs. Il est 9h10. Léa ne tient plus en place. Elle veut immédiatement partir explorer les rochers à une 50aine de mètres de leur campement. Claire lui rappelle les règles de sécurité. Ne pas s'éloigner, rester dans le champ de vision, faire attention aux rochers glissants, ne pas aller vers l'eau profonde. Léa part en courant, son petit seau rouge à la main, ses sandales de plage aux pieds. Claire et Isabelle s'installent confortablement sur leurs serviettes. Elles discutent de l'année scolaire qui vient de se terminer, des projets pour les vacances, des petits tracas du quotidien. Claire garde un œil sur Léa qui se déplace entre les rochers, se penchant régulièrement pour examiner des coquillages ou observer les mares. De temps en temps, la petite fille se retourne et fait un signe de la main à sa mère qui lui répond en souriant. Vers 9h35, Isabelle propose d'ouvrir le thermos de café qu'elle a apporté. Claire accepte avec plaisir. Elles sortent les gobelets, versent le café. La plage commence à se peupler progressivement. D'autres familles s'installent, des enfants courent sur le sable, des couples de retraités se promènent le long de l'eau. Claire jette un regard vers les rochers. Elle aperçoit la silhouette de Léa, reconnaissable à son maillot bleu et à son chapeau blanc. La petite fille est accroupie près d'une mare concentrée sur quelque chose. Il est 9h50 lorsque Claire termine son café et décide d'aller rejoindre Léa pour voir ce qu'elle a trouvé. Mais à ce moment précis, Isabelle reçoit un appel sur son téléphone portable. C'est sa mère qui semble avoir un problème avec l'ordinateur familial et demande conseil à sa fille. Isabelle fait signe à Claire que ce sera rapide. Claire hésite, puis décide de rester encore quelques minutes. Elle ne veut pas interrompre Léa dans ses découvertes. La petite fille est tellement heureuse quand elle explore les rochers.
Elle se rassoit, prend un magazine qu'elle a apporté et commence à le feuilleter tout en gardant un œil intermittent sur la zone des rochers. Les minutes s'écoulent. Isabelle est toujours au téléphone, expliquant patiemment à sa mère comment résoudre son problème informatique. Claire lit un article sur les destinations de vacances, regarde machinalement en direction des rochers. Il y a maintenant plus de monde sur la plage. Des groupes d'adolescents se sont installés non loin, avec leur musique et leur rire. Un homme fait voler un cerf-volant. Des enfants construisent un château de sable élaboré, la vie normale d'une journée d'été en bord de mer. À 10h07, Isabelle raccroche enfin, s'excusant du dérangement. Claire sourit, lui dit que ce n'est pas grave. Elle se lève et annonce qu'elle va chercher Léa pour qu'elle puisse prendre le petit déjeuner ensemble. Elle a préparé des croissants et du pain au chocolat que Léa adore. Isabelle propose de l'accompagner. Elle marche vers les rochers, laissant leurs affaires sur les serviettes. Le soleil commence à chauffer sérieusement. Quelques nuages blancs traversent paresseusement le ciel. En approchant de la zone rocheuse, Claire appelle « Léa !»« Léa, ma chérie, c'est l'heure du goûter !» Pas de réponse. Elle hausse un peu la voix. « Léa !» Toujours rien. Un léger sentiment de malaise commence à poindre, mais Claire se dit que sa fille doit être concentrée sur une découverte et ne l'entend pas. Elles accélèrent le pas, scrutent les rochers. Claire reconnaît l'endroit où elle a vu Léa pour la dernière fois, près de cette grande mare poissonneuse. Le petit seau rouge est là, posé sur un rocher, à moitié rempli de coquillages et de cailloux, mais pas de Léa. « Léa !» Le ton de Claire change. Une note d'inquiétude perce dans sa voix. Elle commence à se déplacer rapidement entre les rochers, regardant dans les mares, derrière les formations rocheuses. Isabelle fait de même de l'autre côté. « Léa ! Réponds, ma chérie !» Le cœur de Claire s'accélère. Elle se dit que Léa a dû s'éloigner un peu plus loin, attirée par quelque chose d'intéressant. Mais elle lui avait pourtant bien dit de rester dans cette zone. Léa! Elle cherche pendant 5 minutes qui semblent durer une éternité. Claire interroge un couple qui bronze sur les rochers. Ont-ils vu une petite fille en maillot bleu avec un chapeau blanc? Le couple secoue la négation. Ils viennent juste d'arriver. Claire sent la panique monter. Ce n'est pas normal. Léa ne se serait jamais éloignée aussi longtemps sans prévenir. Elle est obéissante. Elle sait qu'elle doit rester visible. Isabelle, voyant l'état de son amie, prend les choses en main. Elle dit à Claire de rester près du seau de Léa, au cas où elle reviendrait, et part interroger les gens sur la plage. Il est maintenant 10h20. Claire est debout, sur le rocher le plus haut, scrutant désespérément les alentours. Elle crie le nom de sa fille à plein poumon. D'autres personnes commencent à remarquer son agitation. Un maître nageur en poste sur la plage s'approche, demande ce qui se passe. Claire explique, la voix tremblante, que sa fille a disparu. Le maître nageur, un homme d'une 40aine d'années habitué aux situations d'urgence, reste calme mais réagit immédiatement. Il demande une description précise de Léa. 7 ans, cheveux châtains mi-longs, maillot de bain bleu ciel avec des étoiles de mer, chapeau blanc, sandales roses. Il prend son talkie-walkie et alerte son collègue posté à l'autre extrémité de la plage. En quelques minutes, une recherche improvisée s'organise. Le personnel de surveillance de la plage, puis des vacanciers volontaires, commencent à chercher Léa. On fouille systématiquement les rochers, on interroge les familles installées sur le sable, on vérifie les toilettes publiques, les douches, les alentours du parking. Claire est dans un état de panique croissante. Isabelle la soutient physiquement, l'empêche de s'effondrer. À 10h40, le maître nageur prend la décision de contacter la gendarmerie. Les gendarmes arrivent à 11h03. 2 véhicules se garent sur le parking. Le brigadier-chef Loïc Janson prend en charge les premières constatations. C'est un homme de 52 ans, proche de la retraite, qui a vu beaucoup de situations difficiles au cours de sa carrière. Il écoute attentivement le récit de Claire, note tous les détails, demande une photo de Léa que Claire, heureusement, a dans son portefeuille. Il fait immédiatement diffuser le signalement à toutes les unités disponibles dans le secteur. En parallèle, il organise une recherche plus structurée. Des gendarmes se déploient sur la plage et ses abords immédiats interrogent systématiquement tous les témoins potentiels.
Marc est contacté à 11h25. Il est sur un chantier près de Rennes. Quand il entend la nouvelle, il quitte immédiatement son travail et prend la route vers Perros-Guirec. Il arrive à 13h15, le visage défait, les mains tremblantes. Claire se jette dans ses bras. Pour la première fois depuis leur séparation, ils sont à nouveau unis dans l'angoisse la plus absolue qu'un parent puisse connaître. Les recherches s'intensifient tout au long de la journée. Des renforts arrivent des brigades voisines. On utilise des chiens pisteurs qui suivent la trace de Léa jusqu'au rocher, mais perdent ensuite toute piste. Les maîtres chiens sont perplexes. C'est comme si la petite fille s'était volatilisée à cet endroit précis. On interroge des dizaines de personnes qui étaient sur la plage ce matin-là. Plusieurs se souviennent avoir vu une petite fille correspondant à la description de Léa jouer près des rochers vers 9h30. Mais personne ne l'a vue partir. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Un couple de retraités, monsieur et madame Lefebvre, raconte avoir fait une promenade le long des rochers vers 9h45. Ils se souviennent d'avoir croisé quelques personnes, mais rien qui leur ait semblé suspect. Un adolescent de 16 ans, Julien Arnaud, qui était venu faire de la photographie des oiseaux marins sur les rochers, est longuement interrogé. Il explique qu'il était concentré sur les goélands et les cormorans, qu'il n'a pas fait attention aux enfants qui jouaient dans le secteur. On examine ces photos, prises avec un appareil numérique basique. On y voit effectivement des oiseaux, des paysages, quelques personnes en arrière-plan, mais rien d'exploitable concernant Léa. Le soir tombe. Les recherches continuent avec des projecteurs. Des plongeurs de la gendarmerie maritime inspectent les eaux proches du rivage, craignant le pire. On ne trouve rien. Pas de corps, pas de vêtements, aucune trace. Le lendemain, l'affaire prend une ampleur médiatique considérable. La disparition de Léa fait la une des journaux régionaux, puis nationaux. Des centaines de bénévoles se joignent aux recherches officielles. On ratisse la côte sur plusieurs kilomètres, on fouille les bois environnants, on inspecte les bâtiments abandonnés. Des hélicoptères survolent la zone. La photo de Léa est diffusée partout, à la télévision, dans les journaux, sur des affiches placardées dans toute la région. Le capitaine Yves Lambert, 45 ans, est désigné pour diriger l'enquête criminelle. C'est un officier expérimenté de la section de recherche de Rennes, spécialisé dans les affaires de disparition de mineurs. Il arrive à Perros-Guirec le samedi 24 août et prend immédiatement les choses en main. Son expérience lui a appris que les premières 48 heures sont cruciales. Malheureusement, 24 heures se sont déjà écoulées. Il réinterroge Claire et Isabelle en détail, cherchant le moindre élément qui aurait pu être négligé. Il fait analyser le seau de Léa trouvé sur le rocher, espérant des empreintes exploitables. On ne trouve que celle de la petite fille. Une hypothèse d'enlèvement prend rapidement le dessus. L'absence totale de corps, malgré des recherches maritimes intensives, rend l'hypothèse de la noyade moins probable, bien que toujours envisagée. Lambert ordonne une vérification approfondie de tous les individus fichés pour des crimes ou délits à caractère sexuel dans la région. Plusieurs sont interrogés, leurs alibis vérifiés. Certains sont même placés en garde à vue, mais tous sont finalement mis hors de cause. Marc et Claire sont également interrogés longuement, comme c'est la procédure standard dans ce type d'affaires. On vérifie leurs antécédents, leur situation financière. On cherche s'il pourrait y avoir un mobile quelconque. Les enquêteurs explorent la piste d'un enlèvement parental, même si Marc a un alibi solide puisqu'il était sur son chantier à Rennes au moment de la disparition, ce que de nombreux témoins confirment. Quant à Claire, elle était constamment avec Isabelle. Les deux femmes ont été vues par des dizaines de personnes sur la plage ce matin-là. Elles sont rapidement écartées de tout soupçon. Les jours passent sans la moindre avancée. Aucune demande de rançon n'arrive. Aucun témoin crédible ne se manifeste avec des informations exploitables. Une voyante contacte la gendarmerie, affirmant voir Léa près de l'eau, dans un endroit sombre. Lambert, bien qu'il n'accorde aucun crédit à ce genre de témoignage, fait néanmoins vérifier toutes les grottes et anfractuosités de la côte. On ne trouve rien. Des dizaines d'appels affluent au numéro vert mis en place,
Mais la plupart sont des fausses pistes, des gens pensant avoir vu Léa dans différentes régions de France. Chaque signalement est vérifié méthodiquement. Tous se révèlent infondés. Les semaines se transforment en mois, et les mois en années. Claire Fontaine ne retourne jamais vraiment à une vie normale. Comment le pourrait-elle? L'appartement de Lannion est devenu un sanctuaire figé dans le temps. La chambre de Léa reste exactement comme elle l'a laissée ce matin du 23 août 2003. Les bocaux de coquillages sont toujours alignés sur les étagères, le lit est fait, les peluches sont disposées sur l'oreiller. Claire ne supporte pas l'idée de toucher à quoi que ce soit. C'est comme si, en préservant cet espace, elle maintenait Léa en vie quelque part. La première année est la plus difficile. Claire prend un congé prolongé de l'école. Elle est incapable de se concentrer, incapable de faire face à des classes remplies d'enfants de l'âge de sa fille. Chaque petit visage lui rappelle celui de Léa. Elle perd du poids, dort mal, fait des cauchemars récurrents, où elle voit sa fille l'appeler depuis les rochers, mais elle ne peut jamais l'atteindre. Marc vient la voir régulièrement. Leur relation, déjà fragilisée par la séparation, est maintenant complètement redéfinie par leur douleur commune. Ils ne sont plus mari et femme, ils ne sont même plus vraiment amis. Ils sont deux parents brisés, unis uniquement par l'absence de leur enfant. Marc réagit différemment au drame. Il se plonge dans le travail avec une intensité frénétique. Il accepte tous les chantiers qu'on lui propose, même les plus éloignés, même les plus exigeants. Ses collègues s'inquiètent. Il dort peu, mange à peine, travaille parfois 16 heures par jour. C'est sa façon de ne pas penser, de ne pas affronter le vide laissé par Léa. Il refuse de consulter un psychologue, malgré les recommandations du capitaine Lambert. « À quoi ça servira de parler ?» dit-il à Claire lors d'une de leurs rares conversations. « Ça ne la ramènera pas. » Isabelle, elle, porte un fardeau de culpabilité écrasant. Si seulement elle n'avait pas pris cet appel téléphonique, si seulement elle avait été plus vigilante, si seulement. Ces deux mots hantent ses nuits, sa relation avec Claire se détériore progressivement. Ce n'est la faute de personne, mais la simple présence d'Isabelle rappelle à Claire ce jour terrible. Elle continue de travailler dans la même école, mais ne se parle plus vraiment. En 2005, Isabelle demande sa mutation dans un autre établissement. Elle s'installe à Brest, à 80 km de Lannion, espérant qu'une nouvelle vie l'aidera à se reconstruire. Elle garde contact avec Claire par des messages brefs, des appels espacés, mais leur amitié fusionnelle appartient au passé. L'enquête, quant à elle, piétine malgré tous les efforts du capitaine Lambert. En 2004, après un an de recherches intensives, le dossier est progressivement mis en sommeil, faute de pistes exploitables. Ce n'est pas un classement officiel sans suite. L'affaire reste techniquement ouverte, mais les moyens alloués diminuent considérablement. Lambert continue de suivre le dossier, mais il doit se consacrer à d'autres enquêtes urgentes. Il rencontre Claire régulièrement, lui assure qu'il n'abandonne pas, qu'il vérifie chaque nouveau signalement, chaque information qui pourrait avoir un lien avec la disparition de Léa. Mais les années passent sans avancer. Les théories se multiplient dans la région. Certains pensent que Léa s'est noyée et que son corps a été emporté au large par les courants, malgré l'absence de traces. D'autres sont convaincus qu'elle a été enlevée par un prédateur sexuel, peut-être quelqu'un en vacances dans la région qui aurait quitté la Bretagne immédiatement après. Une rumeur persistante évoque même un réseau de trafic d'enfants, bien qu'aucune preuve ne vienne étayer cette hypothèse. Les habitants de Perros-Guirec se souviennent de l'affaire chaque été, quand les touristes reviennent envahir les plages. Certains parents sont devenus extrêmement protecteurs avec leurs propres enfants, ne les laissant jamais seuls une seconde sur la plage. En 2006, Claire retourne finalement enseigner. Elle a besoin de retrouver une routine, une raison de se lever le matin. Mais elle n'est plus la même. Ses collègues remarquent son regard éteint, sa difficulté à sourire, sa tendance à s'isoler pendant les pauses. Elle fait son travail consciencieusement, mais sans passion. Les enfants la trouvent gentille, mais distante. Elle évite les sorties scolaires qui impliquent des déplacements près de la mer. Elle ne peut plus supporter l'odeur de l'océan, le cri des mouettes, le bruit des vagues. Tout cela lui rappelle ce qu'elle a perdu,
Marc, lui, finit par craquer en 2007. Un matin, sur un chantier à Nantes, il s'effondre. Ce n'est pas un accident, ni un problème physique, c'est une rupture psychologique totale. Ses collègues le trouvent assis par terre, le regard vide, incapable de parler. Il est hospitalisé en psychiatrie pendant 3 semaines. On lui diagnostique une dépression sévère avec des épisodes dissociatifs. Il commence enfin un suivi psychologique régulier et accepte un traitement médicamenteux. Quand il sort de l'hôpital, il prend une décision radicale. Il quitte la Bretagne. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Il accepte un poste à Lyon et déménage en octobre 2007. Il appelle Claire pour lui annoncer sa décision. Elle comprend. Elle l'envierait presque de pouvoir partir. Mais elle ne peut pas. Partir signifierait abandonner Léa définitivement. Et si sa fille revenait un jour, et si quelqu'un la retrouvait? Il faut que Claire soit là, à Lannion, dans l'appartement, au cas où. Les anniversaires sont les jours les plus difficiles. Chaque 3 mai, date de naissance de Léa, Claire achète un gâteau qu'elle ne mange pas. Elle allume des bougies dans la chambre vide et chante « Joyeux anniversaire » dans le silence. En 2010, Léa aurait eu 14 ans. Claire essaie d'imaginer à quoi ressemblerait sa fille maintenant. Serait-elle grande? Aurait-elle encore ses fossettes adorables quand elle souriait? Porterait-elle des appareils dentaires comme tant d'adolescentes? Ces questions la torturent. Elle a fait réaliser par la gendarmerie des vieillissements numériques du visage de Léa à différents âges, en espérant que cela puisse aider à la retrouver. Ces portraits robots d'une Léa de 10 ans, 12 ans, 14 ans sont affichés dans sa chambre. Mais personne ne signale jamais avoir vu cette jeune fille. Les médias reviennent sur l'affaire périodiquement, surtout lors des anniversaires marquants de la disparition. En août 2008, pour les 5 ans, une émission de télévision consacre un reportage à l'affaire Léa Fontaine. Claire accepte d'être interviewée, dans l'espoir que cela ravive l'attention du public et que quelqu'un, quelque part, se souvienne de quelque chose. L'émission génère quelques appels, mais encore une fois, aucune piste sérieuse. En 2013, pour les 10 ans, un journaliste de Ouest France écrit un long article rétrospectif. Il interviewe Lambert, maintenant à la retraite, mais toujours hanté par cette affaire non résolue, ainsi que les maîtres nageurs qui étaient de service ce jour-là. L'article rappelle les faits, présente les différentes hypothèses, mais ne peut offrir aucune réponse. Claire développe au fil des ans une relation ambiguë avec Perros-Guirec. Elle n'y est jamais retournée depuis ce jour d'août 2003. Elle ne peut pas, mais en même temps, elle est obsédée par cet endroit. Elle passe des heures sur Internet à regarder des photos de la plage de Trestraou, des images satellites de la côte, comme si elle cherchait un indice que tout le monde aurait manqué. Elle lit et relit le dossier d'enquête que Lambert lui a permis de consulter, cherchant un détail, une incohérence, n'importe quoi qui pourrait ouvrir une nouvelle piste. Mais il n'y a rien. Juste un trou noir de 15 minutes pendant lesquelles sa fille a disparu sans laisser de traces. En 2015, Claire a 44 ans. Elle a vieilli prématurément. Ses cheveux sont grisonnants, son visage est creusé par la douleur et l'insomnie chronique. Elle vit seule, n'a jamais refait sa vie. Comment pourrait-elle? Comment pourrait-elle envisager d'être heureuse, alors que Léa est quelque part, morte ou vivante, seule? Ses parents, maintenant très âgés, s'inquiètent pour elle. Ils la supplient de consulter un psychologue, de prendre soin d'elle. Claire promet, mais ne le fait jamais vraiment. Elle a vu quelques thérapeutes au fil des années, mais a toujours arrêté après quelques séances. Parler ne sert à rien. Seule la vérité pourrait l'aider, et la vérité reste obstinément cachée. Le printemps 2018 arrive avec ses bourgeons et ses journées qui rallongent. À Perros-Guirec, la commune entreprend des travaux de rénovation d'une ancienne propriété située rue de la Clarté, à environ 1,5 km de la plage de Trestraou. C'est une vieille bâtisse bretonne typique, construite au début du XXe siècle, qui appartenait à une certaine Madame Agnès Beaumont, décédée en novembre 2017 à l'âge de 87 ans. La maison est restée vide pendant plusieurs mois, le temps que la succession soit réglée. Les héritiers, qui vivent à Paris, ont décidé de vendre la propriété. Mais avant de la mettre sur le marché,
des travaux de mise aux normes sont nécessaires. Les ouvriers commencent à intervenir début mai 2018. L'entreprise chargée des travaux, une société locale de rénovation, doit refaire l'électricité, la plomberie et consolider certaines parties de la structure. En inspectant la cave, un espace humide et peu utilisé, les ouvriers remarquent que le sol en terre battue présente un affaissement dans un coin. Par mesure de sécurité, ils décident de vérifier la stabilité du terrain. En creusant, ils tombent sur quelque chose d'inattendu. Des pierres disposées de manière non naturelle, comme si quelqu'un avait voulu combler un trou ou créer une sorte de cairn souterrain. Le contremaître, un homme expérimenté nommé Daniel Prigent, trouve cela étrange. Il demande aux ouvriers d'arrêter et appelle le propriétaire. Les héritiers, contactés, n'ont aucune idée de ce que cela pourrait être. Prigent, par prudence, décide de contacter la mairie. On ne sait jamais, il pourrait s'agir d'une ancienne citerne, d'une fondation ou de quelque chose de plus préoccupant. Le lendemain, un expert du service technique municipal vient examiner la découverte. En dégageant prudemment les pierres, il aperçoit quelque chose de troublant, du tissu. Du tissu bleu qui semble avoir été là depuis longtemps. L'expert demande l'arrêt immédiat des travaux et contacte la gendarmerie. C'est le 14 mai 2018. 2 gendarmes se rendent sur place dans l'après-midi. Ce qu'ils découvrent, les glaces. Sous les pierres et le tissu bleu à une profondeur d'environ 1 mètre se trouvent des restes humains, des ossements de petite taille. La scène est immédiatement sécurisée. La section de recherche de Rennes est alertée. Une équipe d'investigation criminelle et des techniciens de l'identité judiciaire arrivent le soir même. Ils travaillent toute la nuit sous des projecteurs, photographiant, mesurant, relevant chaque détail avant de procéder à l'exhumation proprement dite. Les ossements sont extraits avec une précaution extrême le 15 mai au matin. L'expertise médico-légale préliminaire, réalisée sur place par un médecin légiste, confirme rapidement qu'il s'agit d'ossements d'un enfant, probablement âgé de 6 à 8 ans au moment du décès. Le sexe ne peut pas être déterminé immédiatement, mais la taille et le développement dentaire correspondent à cette tranche d'âge. Des prélèvements sont effectués pour des analyses ADN. Le tissu bleu retrouvé s'avère être les restes d'un vêtement, peut-être un maillot de bain, trop dégradé pour permettre une identification visuelle immédiate. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Perros-Guirec, des ossements d'enfants découverts dans une cave. Immédiatement, les habitants pensent à Léa Fontaine. Comment pourrait-il en être autrement? Une enfant a disparu ici il y a 15 ans. On trouve des restes d'enfants. Le lien semble évident, mais la gendarmerie reste prudente dans sa communication. Oui, cette découverte pourrait être liée à l'affaire Fontaine, mais il pourrait aussi s'agir d'un autre enfant, d'une autre époque. Il faut attendre les résultats ADN pour confirmer. Claire est informée officiellement le 15 mai en fin d'après-midi. 2 gendarmes se présentent à son domicile à Lannion. Dès qu'elle les voit, son cœur se serre. Elle sait. Après 15 ans d'attente, de faux espoirs et de déception, elle sait que cette fois c'est différent. On lui explique la situation avec ménagement. On lui demande son consentement pour une comparaison ADN. Claire accepte immédiatement. Elle donne son sang le soir même. Marc est également contacté à Lyon. Il reprend la route vers la Bretagne, le cœur lourd, pour donner lui aussi son échantillon ADN. Les analyses prennent 5 jours. 5 jours pendant lesquels Claire ne vit plus. Elle ne mange pas, ne dort pas, reste prostrée chez elle, incapable de penser à autre chose. Est-ce Léa? Après toutes ces années, va-t-elle enfin savoir? Et si c'est elle, comment est-elle arrivée dans cette cave? Qui l'y a mise? Tant de questions se bousculent dans son esprit qu'elle a l'impression de devenir folle. Marc reste à Lannion, dans un hôtel, attendant lui aussi. Ils se voient peu. Ils n'ont plus rien à se dire, juste à attendre ensemble dans un silence pesant. Le 20 mai 2018, le résultat tombe. Les analyses ADN confirment avec une certitude de 99,99% que les ossements retrouvés dans la cave de la rue de la Clarté sont ceux de Léa Fontaine. La petite fille qui a disparu le 23 août 2003 sur la plage de Trestraou
se trouvait pendant tout ce temps à moins de 2 kilomètres de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, enterrée dans la cave d'une maison privée. Cette révélation relance l'enquête avec une intensité inédite. Ce n'est plus une disparition, c'est officiellement un homicide. La confirmation de l'identité de Léa transforme l'affaire. Le procureur de la République de Saint-Brieuc ouvre une information judiciaire pour enlèvement et homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Un juge d'instruction est désigné. Une nouvelle équipe d'enquêteurs est constituée, intégrant des membres de l'ancienne équipe qui connaissent le dossier, dont le capitaine Lambert, maintenant retraité, qui est consulté officieusement mais régulièrement. Les investigations se concentrent sur un point crucial. Qui avait accès à cette maison en août 2003? Agnès Beaumont, la propriétaire décédée, devient naturellement le premier point focal. Qui était cette femme? Les enquêteurs reconstituent sa vie. Née en 1930, Agnès était une Bretonne de souche, née et ayant vécu toute sa vie à Perros-Guirec. Veuve depuis 1987, sans enfant, elle vivait seule dans sa grande maison. Les voisins la décrivent comme une femme discrète, peu sociable mais pas désagréable. Elle sortait peu, faisait ses courses au marché local, entretenait son jardin. Une vie simple et routinière. Mais avait-elle un lien avec les Fontaines? Les enquêteurs vérifient. Aucune connexion évidente n'apparaît. Claire ne la connaissait pas, Marc non plus. Agnès n'avait jamais travaillé dans l'éducation, n'avait pas d'activité qui l'aurait mise en contact avec des enfants. Mais Agnès Beaumont n'était pas constamment seule chez elle. Les enquêteurs découvrent qu'elle employait régulièrement quelques personnes pour l'aider. Un jardinier venait 1 fois par semaine en saison. Une aide ménagère passait 2 fois par semaine pour le nettoyage. Un plombier était intervenu à plusieurs reprises au fil des ans pour des réparations. Les noms de toutes ces personnes sont extraits des archives bancaires d'Agnès, de ses carnets personnels retrouvés dans la maison. Chacune est identifiée, localisée, interrogée. Le jardinier Henri Guérin est un homme de 75 ans en 2018. Il a travaillé pour Agnès de 1998 jusqu'à 2012, date à laquelle il a pris sa retraite. En août 2003, il venait effectivement chez Agnès chaque mercredi. Mais le mercredi 20 août 2003, il se souvient avoir été en vacances dans le Morbihan avec sa femme. Il fournit des preuves. Une photo de vacances datée, relevé bancaire montrant des dépenses dans le Morbihan à cette période. Son alibi est solide. L'aide ménagère en 2003 était une femme nommée Sylvie Morel. Les enquêteurs la retrouvent à Paimpol, où elle vit maintenant. Elle a 58 ans et travaille toujours dans le nettoyage. Elle se souvient vaguement d'avoir travaillé chez Madame Beaumont il y a longtemps, mais ne se rappelle d'aucun détail particulier concernant l'été 2003. Elle consulte son ancien agenda qu'elle a conservé. Ses notes indiquent qu'elle venait chez Agnès les lundis et jeudis. Le jeudi 21 août, elle est bienvenue. Le lundi 25 août aussi. Mais évidemment, cela n'exclut pas qu'elle ait pu être présente un autre jour. Les enquêteurs vérifient ses antécédents. Sylvie Morel n'a aucun casier judiciaire, aucun signalement pour quoi que ce soit. Elle a 3 enfants adultes, une vie sans histoire. Mais elle reste sur la liste des personnes d'intérêt. Un détail intrigant émerge pendant l'interrogatoire de Sylvie. Elle mentionne qu'Agnès Beaumont avait un neveu qui venait parfois l'aider pour des travaux plus lourds. Un homme plus jeune, elle ne se souvient plus exactement de son nom, mais elle l'a croisé plusieurs fois. Ce neveu devient immédiatement une priorité pour les enquêteurs. Ils épluchent la généalogie d'Agnès Beaumont. Elle avait effectivement un neveu. Olivier Leclerc, le fils de sa sœur cadette décédée en 1995. Olivier a 52 ans en 2018. Il vit à Lannion, à seulement quelques rues de l'appartement de Claire. Cette proximité géographique électrise l'enquête. Olivier Leclerc est convoqué pour un interrogatoire le 24 mai. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants portant des lunettes. Il travaille comme comptable dans une entreprise de distribution de matériel électrique. Marié depuis 28 ans, père de 2 enfants majeurs, il mène une vie apparemment ordinaire.
Face aux enquêteurs, il se montre coopératif, mais visiblement nerveux. Oui, il connaissait sa tante Agnès. Oui, il lui rendait service occasionnellement pour des petites réparations. Du bricolage? Non. Il n'était pas chez elle le 23 août 2003. Il était au travail, comme tous les jours de semaine. Les enquêteurs vérifient. Son employeur de l'époque confirme qu'Olivier était bien présent au bureau ce jour-là. Plusieurs collègues s'en souviennent, car il y avait eu une réunion importante dans l'après-midi. L'alibi semble tenir. Mais les enquêteurs ne lâchent pas. Ils obtiennent un mandat de perquisition pour le domicile et le véhicule d'Olivier Leclerc. La perquisition a lieu le 26 mai. L'appartement est fouillé de fond en comble. On saisit son ordinateur, ses téléphones, ses documents personnels. On ne trouve rien de suspect, pas de pédopornographie, pas de trophée macabre, rien qui puisse le relier au meurtre de Léa. Sa femme, Nathalie, est en état de choc. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Son mari, un meurtrier d'enfants, c'est impossible. Leurs propres enfants témoignent en faveur de leur père, décrivant un homme doux, attentionné, incapable de violence. Parallèlement, les enquêteurs réexaminent la scène de crime avec minutie. La cave d'Agnès Beaumont est passée au peigne fin. Des analyses plus poussées sont effectuées sur le sol, les murs, cherchant des traces biologiques autres que celles de Léa. On trouve de l'ADN d'Agnès, ce qui est normal puisque c'était sa maison. Mais on trouve aussi de l'ADN d'au moins 2 autres personnes non identifiées. Ces profils sont entrés dans les bases de données nationales. Aucune correspondance. Les personnes qui ont laissé ces traces ne sont pas fichées, ce qui signifie qu'elles n'ont jamais été condamnées pour un crime ou délit nécessitant un prélèvement ADN. Une autre découverte intrigue les enquêteurs. En examinant les archives cadastrales et les plans de la maison, ils réalisent que la cave possède une porte extérieure, en plus de l'accès intérieur depuis la maison. Cette porte donne sur le jardin arrière, caché de la rue par une haute haie. Cette porte était-elle verrouillée en 2003? Personne ne peut le dire avec certitude. Agnès est morte, et elle n'avait pas de système d'alarme ou de sécurité particulier. Il est donc théoriquement possible que quelqu'un ait eu accès à cette cave sans forcément entrer dans la maison principale. Cela élargit considérablement le champ des suspects potentiels. Les enquêteurs commencent à dresser une liste de tous les individus qui auraient pu connaître cette maison et l'existence de cette cave. Les anciens livreurs, les artisans qui sont intervenus au fil des ans, les voisins, les connaissances d'Agnès. C'est un travail titanesque. Perros-Guirec est une petite commune, mais en 15 ans, des centaines de personnes ont pu passer devant cette maison, remarquer la porte de la cave, s'en souvenir. Et puis, le 28 mai 2018, un élément totalement inattendu fait surface. Nicolas Ferrand, un homme de 42 ans vivant à Paimpol, contacte la gendarmerie après avoir vu les informations sur la découverte du corps de Léa et la réouverture de l'enquête. Nicolas explique qu'en 2003, il était un jeune homme de 27 ans, passionné de photographie amateur. Il venait régulièrement en Bretagne pendant ses vacances pour photographier les paysages, les oiseaux marins, les scènes de vie locales. Le 23 août 2003, il était justement à Perros-Guirec. Il a passé la matinée sur la plage de Trestraou et ses environs, prenant des dizaines de photos avec son appareil numérique. À l'époque, Nicolas avait été interrogé comme témoin potentiel, ainsi que tous ceux qui se trouvaient sur la plage ce matin-là. Il avait montré ses photos aux gendarmes, mais rien n'avait semblé pertinent. Les photos montraient surtout des paysages, des oiseaux, quelques personnes en arrière-plan, mais rien de lié directement à Léa. Nicolas avait ensuite archivé ces photos sur des CD-ROM et ne les avait plus vraiment regardées pendant des années. Mais récemment, suite à l'annonce de la découverte du corps, il a ressenti le besoin de revisiter ces vieilles images. Et en agrandissant numériquement certains clichés, en ajustant la luminosité et le contraste grâce à des logiciels modernes qui n'existaient pas en 2003, il a remarqué quelque chose de troublant. Sur une photo prise à 9h52, on voit la zone des rochers où Léa jouait. Au premier plan, des formations rocheuses. En arrière-plan, la plage avec quelques personnes.
Et dans un coin de l'image, partiellement caché par un rocher, se trouve un homme. La résolution de l'appareil numérique de 2003 est médiocre selon les standards actuels, et l'homme est assez loin. Mais en agrandissant et en améliorant l'image, on distingue certains détails. L'homme porte une casquette sombre et des lunettes de soleil. Il regarde dans la direction où se trouvait Léa. Sa posture est étrange, comme s'il observait, guettait. Il ne semble pas être là pour profiter de la plage. Il n'a pas de serviette, pas d'affaires visibles. Il est simplement là, debout, observant. Nicolas apporte son CD-ROM original à la gendarmerie. Les techniciens de l'identité judiciaire extraient l'image et commencent à travailler dessus avec les outils les plus avancés disponibles. Ils améliorent la résolution, tentent de détecter des détails. L'homme mesure environ 1,75 m à 1,80 m. Il porte un t-shirt clair, peut-être beige ou gris clair, et un pantalon ou short sombre. La casquette cache ses cheveux. Les lunettes de soleil masquent une partie de son visage. Il est impossible de déterminer son âge avec précision, mais il semble être adulte, peut-être entre 30 et 50 ans. Cette fourchette reste trop large pour être vraiment utile. Cette découverte électrise l'enquête. Qui est cet homme? Pourquoi n'a-t-il jamais été identifié? La photo est diffusée dans les médias avec un appel à témoins. Si quelqu'un reconnaît cet homme, qu'il se manifeste. Mais les jours passent sans résultat probant. Plusieurs personnes appellent, pensant reconnaître un ancien voisin, un collègue, mais chaque fois, après vérification, il s'avère que ce n'est pas la bonne personne. L'homme sur la photo reste un inconnu. Les enquêteurs se demandent, y a-t-il un lien entre cet homme et la maison d'Agnès Beaumont? Était-il venu dans l'intention d'enlever un enfant ce jour-là? A-t-il repéré Léa, attendu le bon moment, puis agi? Et si oui, comment a-t-il su pour la cave de la rue de la Clarté? Toutes ces questions restent sans réponse. L'enquête semble piétiner à nouveau, malgré ces nouvelles pistes. C'est alors qu'un autre élément surprenant émerge. En réexaminant minutieusement les déclarations de tous les témoins de l'époque, les enquêteurs tombent sur un détail qu'ils avaient jugé insignifiant en 2003. Une femme, Martine Caron, avait mentionné avoir vu, aux alentours de 10 heures ce matin-là, une camionnette blanche garée rue de la Clarté. Elle s'en souvenait parce qu'elle trouvait que le véhicule bloquait partiellement le trottoir. Elle n'avait pas noté le numéro d'immatriculation. Elle ne savait pas de quelle marque il s'agissait exactement, juste une camionnette blanche banale. À l'époque, cette information avait été consignée mais n'avait mené nulle part. Des dizaines de camionnettes blanches circulaient dans la région, utilisées par des artisans, des livreurs, des commerçants. Impossible de les identifier toutes. Mais maintenant, avec la découverte du corps dans la cave de la rue de la Clarté, ce détail prend une toute autre dimension. Les enquêteurs contactent à nouveau Martine Caron, maintenant âgée de 68 ans. Elle confirme son témoignage. Elle se promenait ce matin-là et avait effectivement vu cette camionnette vers 10 heures, peut-être 10h05. Elle ne peut pas être plus précise. Elle n'a vu personne autour du véhicule. Pouvait-elle décrire d'autres caractéristiques? Après réflexion, elle pense que c'était une camionnette de type utilitaire, assez courante, pas très récente même pour l'époque. Peut-être une Renault ou une Peugeot, mais elle n'est pas sûre. Les enquêteurs décident d'explorer une autre piste. Ils obtiennent les archives des contrôles techniques effectués dans le département des Côtes-d'Armor en 2003. C'est un travail fastidieux, mais ils cherchent spécifiquement les camionnettes blanches enregistrées dans un rayon de 50 km autour de Perros-Guirec. Ils établissent une liste de plusieurs centaines de véhicules. Puis ils croisent cette liste avec les noms des personnes déjà identifiées comme ayant un lien, même ténu, avec Agnès Beaumont ou avec la zone de la plage de Trestraou ce jour-là. Et là, un nom ressort. Un nom qui n'avait jusqu'alors pas attiré particulièrement l'attention. Christophe Dumas. En 2003, Christophe Dumas avait 36 ans. Il possédait une Renault Express blanche, un petit utilitaire qu'il utilisait pour son activité de plombier indépendant. Les enquêteurs fouillent les archives professionnelles. Christophe Dumas avait effectivement travaillé pour Agnès Beaumont.
Pas régulièrement, mais à plusieurs reprises entre 2000 et 2006. Il était intervenu pour réparer des fuites, changer des robinets, des interventions classiques. Il connaissait donc la maison. Il connaissait la cave. Christophe Dumas est localisé. Il vit maintenant à Guingamp, à une trentaine de kilomètres de Perros-Guirec. Il a 52 ans, est toujours plombier, mais travaille désormais comme salarié pour une entreprise de plomberie-chauffage. Il est divorcé depuis 2011, sans enfant. Les enquêteurs décident de le placer sous surveillance discrète avant de l'interpeller. Pendant 3 jours, ils observent ses déplacements, ses habitudes. Rien de suspect n'apparaît. C'est un homme solitaire qui travaille, rentre chez lui le soir, regarde la télévision, dort. Les week-ends, il fait ses courses, entretient son appartement, parfois va pêcher en bord de mer. Le 4 juin 2018, Christophe Dumas est convoqué à la gendarmerie pour un interrogatoire. Quand les gendarmes se présentent à son domicile tôt le matin pour l'emmener, il semble surpris mais pas particulièrement inquiet. Il les suit sans résistance. Dans la salle d'interrogatoire, face aux enquêteurs, il répond calmement aux questions. Oui, il se souvient avoir travaillé chez Madame Beaumont. Non, il n'était pas particulièrement proche d'elle. C'était une relation strictement professionnelle. Il venait, faisait son travail, elle le payait, il repartait. Connaissait-il l'affaire Léa Fontaine? Oui, évidemment. Tout le monde dans la région en avait entendu parler à l'époque. C'était tragique, mais quel rapport avec lui? Les enquêteurs lui montrent la photo de Nicolas Ferrand, celle avec l'homme à la casquette sur la plage. Est-ce lui? Christophe regarde longuement l'image. Il secoue la tête. Il ne peut pas dire. L'homme sur la photo est trop flou, trop loin. Ça pourrait être n'importe qui. Était-il à la plage de Trestraou le 23 août 2003? Non. Enfin, il ne s'en souvient pas. C'était il y a 15 ans. Comment pourrait-il se rappeler où il était un jour précis d'août 2003? Les enquêteurs lui expliquent qu'une camionnette blanche, similaire à la sienne, a été vue rue de la Clarté ce matin-là. Christophe hausse les épaules. Il avait une camionnette blanche, c'est vrai. Il l'utilisait tous les jours pour son travail. Il faisait plusieurs interventions par jour, un peu partout dans la région. Il ne tient pas de journal détaillé de ses déplacements d'il y a 15 ans. Les enquêteurs passent à la vitesse supérieure. Ils demandent où il était exactement le 23 août 2003. Christophe commence à montrer des signes de nervosité. Il transpire légèrement, bouge sur sa chaise. Il répète qu'il ne se souvient pas. Comment le pourrait-il? C'était un jour normal, une journée de travail comme une autre. Peut-être qu'il était chez un client, peut-être qu'il était chez lui, peut-être qu'il prenait un jour de congé. Il ne sait plus. Les enquêteurs lui rappellent qu'il a le droit de garder le silence, qu'il peut demander un avocat. Christophe réfléchit un long moment, puis dit qu'il n'a rien à cacher, qu'il n'a pas besoin d'avocat. L'interrogatoire continue pendant des heures. Les enquêteurs alternent les approches, montrant les photos de Léa, parlant de la douleur de sa mère, décrivant ce qu'on a fait subir à cette petite fille de 7 ans. Christophe reste impassible, répétant qu'il ne sait rien. Mais son langage corporel trahit une tension croissante. Il évite le contact visuel, ses mains tremblent légèrement, sa respiration s'accélère. Puis, les enquêteurs jouent leur carte maîtresse. Ils révèlent qu'ils ont obtenu un mandat pour perquisitionner son domicile et saisir son ordinateur, son téléphone, tous ses effets personnels. Une équipe est en train d'intervenir à ce moment même. Christophe devient très pâle. Il demande à aller aux toilettes. Les enquêteurs acceptent, mais un gendarme l'accompagne. Quand il revient, quelque chose a changé dans son attitude. Il semble résigné, épuisé. « Je veux parler », dit-il finalement, « mais je veux des garanties. Je veux un avocat. Je ne dirai rien sans avocat. » Les enquêteurs suspendent l'interrogatoire. Un avocat commis d'office est contacté. Il arrive 2 heures plus tard. Après avoir consulté avec son client en privé, l'avocat annonce que Christophe Dumas est prêt à faire une déclaration, mais qu'il souhaite négocier les conditions de sa coopération avec le procureur. Des discussions ont lieu toute la soirée. Finalement, un accord est trouvé. En échange d'aveux complets et détaillés, le procureur s'engage à requérir une peine tenant compte de sa coopération. Le 5 juin au matin, Christophe Dumas commence à parler.
Ce qu'il raconte glace le sang des enquêteurs présents. Le 23 août 2003, Christophe était effectivement sur la plage de Trestraou, mais pas par hasard. Depuis plusieurs semaines, il venait régulièrement observer les plages de la région. Il cherchait une occasion. Christophe Dumas, malgré son apparence normale, cachait un secret terrible. Il était attiré sexuellement par les jeunes enfants. Il n'avait jamais agi sur ses pulsions auparavant. Il luttait contre elles depuis des années, consommant en secret de la pédopornographie sur Internet, mais n'était jamais passé à l'acte physique, jusqu'à ce jour d'août 2003. Ce matin-là, il avait pris son temps libre. Il était allé à Trestraou, se mêlant aux autres personnes sur la plage, cherchant une cible. Il avait repéré Léa qui jouait seule près des rochers, à distance de sa mère. Il l'avait observée pendant plus d'1 heure, attendant le moment opportun. Christophe décrit comment il a vu Claire et Isabelle, occupées, distantes. Comment il s'est approché de Léa lentement, naturellement, se faisant passer pour quelqu'un qui cherchait des coquillages lui aussi. Il lui a parlé, lui a demandé si elle avait trouvé de belles choses. Léa, enfant confiante et polie, lui a montré son seau. Il lui a dit qu'il connaissait un endroit tout près où il y avait des coquillages magnifiques, des espèces rares. Est-ce qu'elle voulait venir voir? Juste derrière ces rochers, ce n'était pas loin. Léa a hésité. Elle a regardé vers sa mère, mais Claire ne regardait pas dans sa direction à ce moment précis. L'homme semblait gentil, et des coquillages rares, c'était exactement ce qu'elle cherchait toujours. Elle a accepté de le suivre, juste pour quelques minutes. Ils ont contourné les formations rocheuses, s'éloignant progressivement de la zone principale de la plage. Christophe l'a guidé vers un passage entre les rochers qui menait vers le parking. Sa camionnette était garée non loin. Une fois hors de vue, il a saisi Léa fermement, a plaqué sa main sur sa bouche avant qu'elle ne puisse crier. La petite fille s'est débattue, mais elle ne pesait rien face à un homme adulte. Il l'a portée rapidement vers sa camionnette, l'a jetée à l'arrière, a fermé les portes. Le tout n'a duré que quelques secondes. Personne n'a rien vu. Il a démarré immédiatement, le cœur battant, l'adrénaline au maximum. Il ne savait pas vraiment où aller. Il n'avait pas planifié cette partie. Il roulait dans les rues de Perros-Guirec, paniqué, essayant de réfléchir. Léa pleurait à l'arrière, demandant sa maman. Christophe lui a dit de se taire, qu'il allait la ramener, qu'elle devait juste se calmer. Mais il savait qu'il ne pourrait pas la laisser partir. Elle le reconnaîtrait, elle décrirait sa camionnette. Il serait arrêté. C'est alors qu'il a pensé à la maison de Madame Beaumont. Il savait qu'elle vivait seule. Il savait qu'elle sortait peu. Il connaissait la disposition de la maison, la cave accessible de l'extérieur. Il a pris la direction de la rue de la Clarté. Il est arrivé vers 10 heures. Il a garé sa camionnette, a jeté un coup d'œil autour de lui. Une femme passait sur le trottoir, mais elle ne lui a pas prêté attention. Il a attendu qu'elle s'éloigne, puis il a pris Léa, toujours en la maintenant fermement, et s'est dirigé vers la porte de la cave. La porte n'était pas verrouillée, juste fermée par un loquet simple. Il l'a ouverte, est descendu dans la cave sombre et humide, a posé Léa par terre. Là, dans cette cave, Christophe Dumas dit qu'il a voulu abuser sexuellement de Léa. Mais la petite fille criait, se débattait avec une force désespérée. Il a eu peur qu'on l'entende. Il a essayé de la faire taire en mettant à nouveau sa main sur sa bouche. Mais Léa mordait, griffait. Dans sa panique, il a serré trop fort. Il ne voulait pas la tuer, affirme-t-il en pleurant maintenant dans la salle d'interrogatoire. Il voulait juste qu'elle arrête de crier. Mais il a serré, et soudain Léa ne bougeait plus. Elle était devenue molle dans ses bras. Il a réalisé avec horreur qu'elle ne respirait plus. Christophe est resté paralysé de terreur pendant de longues minutes, tenant le petit corps inerte. Puis, la panique a laissé place à un instinct de survie glacial. Il devait cacher ce qu'il avait fait. Il a regardé autour de lui dans la cave, a trouvé une pelle, des outils. Le sol était en terre battue. Il a creusé un trou dans le coin le plus sombre pendant plus d'1 heure. Il transpirait à grosses gouttes, vérifiant constamment qu'aucun bruit ne venait de l'étage supérieur. Madame Beaumont devait être dans sa maison, mais elle ne descendait probablement jamais dans cette cave. Il a mis le corps de Léa dans le trou, l'a recouvert de terre,
puis a disposé des pierres par-dessus pour que le sol semble naturel. Il a effacé autant de traces que possible, est remonté, a refermé la porte de la cave, est retourné à sa camionnette et est parti. Dans les jours qui ont suivi, Christophe a vécu dans une terreur constante. Il suivait les informations sur la disparition, voyait les recherches s'intensifier, les appels à témoins. Il s'attendait à chaque instant à ce que la police vienne frapper à sa porte. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et rien ne s'est passé. Personne ne l'avait vu, personne ne l'avait reconnu. Sa camionnette blanche était tellement banale qu'elle ne pouvait servir d'indice, et le corps dans la cave de Madame Beaumont n'a jamais été découvert. Progressivement, Christophe a commencé à croire qu'il s'en était tiré. Il a continué sa vie, portant ce secret monstrueux, essayant de le refouler. Il n'a plus jamais approché un enfant. Il a même consulté anonymement des forums en ligne pour pédophiles, en lutte contre leurs pulsions, cherchant un moyen de contrôler ses désirs. Il s'est marié en 2005, espérant qu'une vie conjugale normale le guérirait. Mais le mariage a échoué. Il n'a jamais pu avoir de relation intime satisfaisante avec sa femme. Le secret le rongeait. Quand il a appris en mai 2018 que le corps de Léa avait été découvert, Christophe a su que c'était fini. Il a attendu, sachant que les enquêteurs remonteraient forcément jusqu'à lui. C'était presque un soulagement quand ils sont venus le chercher. 15 ans à porter ce poids, 15 ans de mensonges, de faux semblants. Il était épuisé. Les aveux de Christophe Dumas sont enregistrés, transcrits, vérifiés dans les moindres détails. Les enquêteurs confrontent son récit avec les éléments matériels dont il dispose. Tout concorde. Les analyses ADN trouvées dans la cave incluent bien des traces de Christophe, confirmant sa présence sur les lieux. L'analyse des anciennes archives de son ordinateur, saisie lors de la perquisition, révèle effectivement des téléchargements de contenus pédopornographiques, notamment en 2002 et 2003. La photo de Nicolas Ferrand est à nouveau examinée. Avec les aveux de Christophe et une meilleure connaissance de son apparence physique à l'époque, les experts confirment que l'homme sur la photo pourrait bien être lui. La taille correspond, la morphologie aussi. Le doute raisonnable est levé. Claire est informée des aveux le 6 juin. C'est le capitaine Lambert qui se charge de cette tâche douloureuse. Il vient chez elle, accompagné d'un psychologue. Il lui explique avec des mots prudents ce qui s'est passé, comment sa fille est morte, qui l'a tuée. Claire écoute, le visage de marbre. Elle ne pleure pas. Elle reste assise, les mains jointes sur ses genoux, regardant dans le vide. Quand Lambert a terminé, elle ne dit rien pendant un long moment. Puis, d'une voix éteinte, elle demande « Elle a souffert ?» Lambert hésite. Le psychologue intervient, explique que selon les conclusions médicales, la mort a été rapide. Claire hoche la tête. « Je veux le voir », dit-elle soudain. « Je veux voir cet homme. » Lambert secoue la tête. « Ce n'est pas une bonne idée, Madame Fontaine. » Mais Claire insiste. « J'ai besoin de voir son visage. J'ai besoin de comprendre comment un être humain peut faire ça. » Après de longues discussions avec le procureur et le juge d'instruction, une confrontation est organisée entre Claire Fontaine et Christophe Dumas. C'est exceptionnel. Mais compte tenu des circonstances et du temps écoulé, les autorités judiciaires acceptent. La rencontre a lieu le 15 juin 2018, dans une salle sécurisée du tribunal de Saint-Brieuc. Claire est accompagnée d'un psychologue et d'un avocat. Christophe est menotté, encadré par 2 gendarmes. Quand Claire entre dans la salle et voit pour la première fois l'homme qui a tué sa fille, elle s'immobilise. C'est un homme ordinaire. Un visage quelconque, des traits communs, des yeux fatigués. Il ne ressemble pas au monstre qu'elle avait imaginé pendant 15 ans. Il ressemble à n'importe qui. C'est peut-être ça, le plus terrifiant. Le mal n'a pas toujours un visage reconnaissable. Elle s'assoit lentement face à lui. « Pourquoi ?» demande-t-elle simplement. Sa voix ne tremble pas. C'est une question qu'elle doit poser, même si elle sait qu'aucune réponse ne sera jamais satisfaisante. Christophe la regarde. Des larmes coulent sur ses joues. « Je ne sais pas, » murmure-t-il. « Je suis malade.
J'ai essayé de lutter contre ça pendant des années, mais ce jour-là, j'ai craqué. Je n'ai pas d'excuses. Je sais que rien de ce que je peux dire ne changera quoi que ce soit. Votre fille, Léa, elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça. Je suis désolé. Je sais que ces mots sont vides, mais je le suis. J'ai détruit votre vie. J'ai détruit la mienne. Et surtout, j'ai pris la vie d'une enfant innocente. Claire l'écoute. Elle voit un homme brisé, rongé par la culpabilité et le remords. Mais le remords ne ramènera pas Léa. Vous savez ce qui est le pire ? Dit Claire d'une voix tremblante maintenant. Ce n'est même pas que vous l'ayez tuée. C'est que pendant 15 ans, pendant que nous la cherchions désespérément, pendant que je mourais à petit feu dans l'incertitude, vous viviez votre vie. Vous alliez travailler, vous vous êtes mariés, vous avez ri, vous avez dormi dans votre lit confortable. Pendant que ma fille était dans cette cave sombre, réduite à des ossements, vous continuiez à exister. Comment avez-vous pu ? Christophe baisse la tête. Je ne sais pas. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas réel, que c'était un cauchemar. Mais ça ne partait jamais. Chaque jour, je pensais à elle. Chaque nuit, je la voyais dans mes rêves. Je n'ai pas eu une seule nuit de sommeil paisible en 15 ans. Ma vie n'était qu'une façade. À l'intérieur, je n'étais qu'un mort vivant, hanté par ce que j'avais fait. Bien, dit Claire froidement. Alors, vous comprenez ce que j'ai vécu. Sauf que moi, je ne l'avais pas mérité. Elle se lève. J'espère que vous passerez le reste de votre vie en prison. J'espère que chaque jour sera un supplice. J'espère que vous ne connaîtrez jamais la paix. Elle sort de la salle sans se retourner. Le procès de Christophe Dumas a lieu en mars 2019. Il plaide coupable de tous les chefs d'accusation. Enlèvement de mineurs, meurtre sur mineur de 15 ans, dissimulation de cadavres. Son avocat plaide les circonstances atténuantes de sa maladie mentale, de ses aveux complets, de sa coopération. Mais le procureur requiert la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans. Les débats sont suivis par les médias nationaux. L'affaire Léa Fontaine, 15 ans après, refait la une de tous les journaux. Claire est présente à chaque jour d'audience. Elle écoute les témoignages, les expertises psychiatriques décrivant Christophe comme un pédophile souffrant de troubles du contrôle des impulsions. Elle entend les arguments de la défense, les plaidoiries passionnées. Tout cela lui semble irréel. Aucun mot, aucun verdict ne ramènera Léa, mais elle veut être là. Elle le doit à sa fille. Le jury délibère pendant 2 jours. Le 22 mars 2019, le verdict tombe. Christophe Dumas est condamné à 28 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 18 ans. Il ne pourra donc pas demander de libération conditionnelle avant 2037. Il aura alors 70 ans. En plus de la peine de prison, il est inscrit définitivement au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. À sa sortie, s'il sort un jour, il sera soumis à une surveillance stricte et à une obligation de soins à vie. Claire sort du tribunal le soir du verdict. Les journalistes l'attendent, mais elle refuse de faire une déclaration. Que pourrait-elle dire? Qu'elle est satisfaite. Elle ne l'est pas, qu'elle a obtenu justice. Quelle justice peut-il y avoir quand votre enfant est morte? Elle rentre chez elle, à Lannion, dans cet appartement qui est devenu un mausolée. Pour la première fois depuis 15 ans, elle entre dans la chambre de Léa et commence à toucher les objets. Elle prend un des bocaux de coquillages, le serre contre elle, et enfin, elle pleure. Elle pleure comme elle n'a jamais pleuré, des sanglots déchirants qui sortent du plus profond de son être. Elle pleure sur les années perdues, sur l'enfance volée, sur les rêves qui ne se réaliseront jamais. Elle pleure sur Léa qui ne grandira jamais, qui ne tombera jamais amoureuse, qui n'aura jamais d'enfant, qui ne vivra jamais. Et en pleurant, quelque chose se libère en elle. Ce n'est pas la paix, ce ne sera jamais la paix, mais c'est un début de quelque chose qui pourrait, peut-être un jour, ressembler à une forme d'acceptation. Les mois suivant le procès sont difficiles. Claire décide finalement de consulter régulièrement un psychologue spécialisé dans le deuil traumatique. Elle rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants disparus ou assassinés. Elle y rencontre d'autres personnes qui ont vécu des horreurs similaires. Elle réalise qu'elle n'est pas seule. Leur douleur collective crée une forme de solidarité,
une compréhension mutuelle que personne d'autre ne peut vraiment comprendre. Marc revient en Bretagne pour le verdict, puis repart à Lyon. Lui et Claire restent en contact sporadique. Ils ne seront jamais vraiment proches à nouveau. Leur lien était Léa, et Léa n'est plus. Mais ils partagent ce passé, cette douleur commune, qui les connecte d'une manière que personne d'autre ne peut comprendre. Marc également commence une thérapie. Il réduit ses heures de travail, accepte de ralentir. Il commence à sortir avec une femme qu'il rencontre dans un club de randonnée. Il ne lui parle pas immédiatement de Léa. Quand il finit par le faire, plusieurs mois après le début de leur relation, la femme le prend dans ses bras et lui dit simplement « Merci de me faire confiance ». Marc pleure pour la première fois depuis des années. Ce ne sera pas une vie heureuse, pas après ce qui s'est passé, mais ce sera une vie vivable, c'est déjà ça. Isabelle Garnier, de son côté, sort également de son silence. Depuis le verdict, elle a repris contact avec Claire. Leur première rencontre, 15 ans après l'éloignement, est maladroite et chargée d'émotions. Elles se retrouvent dans un café à Lannion. Elles ne savent pas quoi se dire. Puis, Isabelle murmure « Je suis désolée, je suis tellement désolée ». Claire secoue la tête. Ce n'était pas ta faute. Ce n'était la faute de personne, sauf de ce monstre. Elles parlent pendant des heures, se racontent leur vie, leurs souffrances, leur tentative de survivre au trauma. C'est un premier pas vers une réconciliation. Leur amitié ne sera plus jamais ce qu'elle était, mais une nouvelle forme de relation commence à se construire, basée sur le pardon mutuel et la compréhension. En juin 2019, Claire retourne à Perros-Guirec pour la première fois depuis août 2003. Elle se rend sur la plage de Trestraou, aux endroits mêmes où Léa a joué pour la dernière fois. Elle reste debout sur les rochers, regardant l'océan, écoutant le bruit des vagues. Elle a apporté avec elle le petit seau rouge que Léa avait laissé ce jour-là, celui qui a été conservé comme pièce à conviction pendant l'enquête et qui lui a été restitué après le procès. Elle verse dans l'eau le contenu du seau. Les coquillages que Léa avait ramassés ce matin-là, préservés pendant 15 ans. « Au revoir, ma chérie », murmure-t-elle. « Maman t'aimera toujours. » Puis elle retourne à sa voiture et rentre à Lannion. C'est un adieu. Pas un oubli, jamais un oubli, mais un adieu nécessaire pour pouvoir continuer à vivre. L'affaire Léa Fontaine laisse des traces profondes dans toute la région. Les procédures de sécurité sur les plages sont renforcées. Des campagnes de sensibilisation sont lancées pour rappeler aux parents de ne jamais perdre de vue leurs enfants, même brièvement. Des associations de prévention contre la pédophilie se créent, offrant des ressources aux personnes souffrant d'attraction envers les mineurs, pour qu'elles puissent se faire soigner avant de passer à l'acte. Le nom de Léa devient un symbole, un rappel tragique de la vulnérabilité des enfants et de l'importance de la vigilance collective. La maison d'Agnès Beaumont, devenue le tombeau involontaire de Léa pendant 15 ans, est finalement démolie en 2020. Les héritiers ne trouvent aucun acheteur, l'endroit étant devenu tristement célèbre. Le terrain est vendu à la commune qui décide d'en faire un petit parc municipal. En 2021, le parc est inauguré. Une plaque commémorative y est installée, portant l'inscription « À la mémoire de Léa Fontaine, 2096-2003 », que son souvenir nous rappelle de protéger tous les enfants. Claire est présente à l'inauguration. C'est une journée ensoleillée. Des enfants jouent déjà dans le parc, riant, courant. La vie continue, malgré tout. Cette affaire nous montre la fragilité de nos vies et la rapidité avec laquelle tout peut basculer. 15 minutes d'inattention, une confiance mal placée et une vie entière change à jamais. L'histoire de Léa Fontaine nous rappelle aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit souvent par émerger. Pendant 15 ans, Claire a vécu dans l'incertitude absolue, ne sachant pas si sa fille était vivante ou morte, souffrant ou libérée. Cette incertitude était peut-être pire que la vérité elle-même. La découverte fortuite des restes de Léa, puis l'identification de l'homme sur la photo grâce à la persévérance d'un témoin qui a pris le temps de revisiter ces vieilles images, démontrent que même les affaires les plus froides peuvent trouver une résolution. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous perçu les signes subtils tout au long du récit?
La camionnette blanche mentionnait dès le début l'existence de cette cave accessible de l'extérieur, les interventions régulières d'artisans chez Madame Beaumont. Ces détails, qui semblaient anodins, se sont révélés cruciaux pour comprendre ce qui s'était réellement passé. C'est souvent ainsi dans les enquêtes réelles. Les éléments les plus importants sont ceux auxquels on ne prête pas attention sur le moment. Cette affaire soulève également des questions profondes sur la nature humaine. Comment un homme apparemment ordinaire, vivant une vie normale, peut-il commettre un acte si monstrueux? Comment peut-on continuer à vivre pendant 15 ans en portant un tel secret? La psychologie des criminels reste l'un des domaines les plus complexes et troublants de notre société. Christophe Dumas n'était pas un monstre au sens où on l'imagine généralement. Il était conscient de ses pulsions, il luttait contre elles, il savait que ce qu'il ressentait était mal. Mais un jour, cette lutte a échoué avec des conséquences tragiques et irréversibles. L'importance de la photo découverte 15 ans après les faits nous rappelle aussi à quel point la technologie et la persévérance peuvent changer le cours d'une enquête. En 2003, les capacités d'amélioration numérique des images étaient limitées. Cette silhouette floue sur la photo de Nicolas Ferrand n'avait rien révélé à l'époque. Mais en 2018, avec des logiciels plus avancés et une meilleure compréhension de ce qu'il fallait chercher, cette même image est devenue une pièce maîtresse du puzzle. Cela nous enseigne qu'il ne faut jamais abandonner, que chaque élément mérite d'être réexaminé, que la vérité attend parfois simplement le bon moment et les bons outils pour se révéler. Pour Claire Fontaine, la justice a finalement été rendue, mais à quel prix? Elle a perdu 15 ans de sa vie dans l'attente et l'incertitude. Elle ne connaîtra jamais la joie de voir sa fille grandir, devenir adolescente, puis adulte. Elle ne sera jamais grand-mère des enfants de Léa. Toute une vie de possibilités a été volée en quelques minutes par un homme incapable de contrôler ses pulsions criminelles. La condamnation de Christophe Dumas ne répare rien. Elle ne ramène pas Léa. Elle n'efface pas la douleur. Elle offre simplement une forme de clôture, une explication, une validation du fait que le mal commis a été reconnu et puni par la société. Cette histoire nous interpelle aussi sur notre responsabilité collective. Combien de fois voyons-nous quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne semble pas tout à fait normal, et nous nous disons que ce n'est probablement rien? Combien de fois détournons-nous le regard par commodité, par peur de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas? Si quelqu'un, ce jour d'août 2003, avait remarqué cet homme seul sur la plage, observant les enfants avec insistance et avait eu le réflexe d'alerter les autorités ou simplement de rester vigilant, peut-être que le destin de Léa aurait été différent. La prévention passe aussi par l'attention de chacun, par le refus d'ignorer les signaux d'alarme, même faibles. Les parents qui regardent cette histoire reconnaîtront sûrement cette peur viscérale que quelque chose arrive à leur enfant. Le monde peut être dangereux, imprévisible. On ne peut pas protéger nos enfants de tout le temps, mais on peut être vigilant. On peut leur apprendre, dès le plus jeune âge, à ne jamais suivre un inconnu, même s'il semble gentil, même s'il promet quelque chose d'intéressant. On peut leur inculquer que leur sécurité est plus importante que la politesse envers un adulte. Ces leçons, répétées encore et encore, peuvent sauver des vies. L'affaire Léa Fontaine nous rappelle enfin que la douleur d'une disparition d'enfants ne touche pas seulement les parents directs, elle affecte toute une communauté. Les amis, comme Isabelle, portent leur propre fardeau de culpabilité. Les enquêteurs, comme le capitaine Lambert, restent hantés par les affaires non résolues. Les voisins, les habitants de Perros-Guirec, tous ont été marqués par cette tragédie. Une pierre jetée dans l'eau crée des ondes qui s'étendent bien au-delà du point d'impact initial. Aujourd'hui, en 2025, Claire Fontaine a 54 ans. Elle continue d'enseigner. Elle a appris à vivre avec son deuil. Elle ne sera jamais guérie. On ne guérit pas de la perte d'un enfant. Mais elle a trouvé un équilibre fragile entre le souvenir et la vie présente. Elle participe régulièrement à des conférences sur la sécurité des enfants, partageant son histoire dans l'espoir que d'autres familles n'aient pas à vivre ce qu'elle a vécu.
Elle a créé une association en mémoire de Léa, qui collecte des fonds pour soutenir les familles d'enfants disparus et pour financer des programmes de prévention contre les enlèvements. C'est sa façon de donner un sens à la tragédie, de transformer la douleur en quelque chose de constructif. Marc, de son côté, s'est remarié en 2022. Sa nouvelle épouse comprend et accepte que Léa fera toujours partie de lui. Il a appris à parler de sa fille sans s'effondrer, à partager les bons souvenirs plutôt que de rester bloqué sur la tragédie. Il visite régulièrement le parc commémoratif à Perros-Guirec quand il revient en Bretagne. Il y reste assis sur un banc, regardant les enfants jouer, imaginant que l'un d'eux pourrait être Léa si les choses avaient été différentes. Christophe Dumas purge sa peine à la maison centrale de Poissy. Selon les derniers rapports, il suit un traitement psychiatrique intensif et participe à des programmes de thérapie pour délinquants sexuels. Les gardiens rapportent qu'il est un détenu modèle, isolé des autres prisonniers pour sa propre sécurité, car les pédophiles sont particulièrement maltraités en prison. Il ne recevra probablement jamais de visite. Son ex-femme a refait sa vie et refuse tout contact. Ses anciens amis et collègues l'ont tous abandonné quand la vérité a éclaté. Il est seul avec ses remords, et c'est peut-être la punition la plus dure de toutes. Que pouvons-nous retenir de cette histoire tragique? Que le mal existe, qu'il peut se cacher derrière les visages les plus ordinaires, que la vigilance est essentielle, que quelques secondes d'inattention peuvent avoir des conséquences irréversibles, que la vérité, aussi longue soit-elle à émerger, finit souvent par se révéler, que la technologie et la persévérance peuvent faire la différence même des années après les faits, que la douleur d'une perte ne disparaît jamais vraiment, mais qu'on peut apprendre à vivre avec, que la justice, bien qu'imparfaite, reste nécessaire pour permettre aux victimes de tourner la page, et que chaque vie compte, que chaque enfant mérite d'être protégé, aimé, en sécurité. Léa Fontaine n'avait que 7 ans quand sa vie lui a été arrachée. Elle ne connaîtra jamais son 8e anniversaire, son premier jour de collège, son premier amour, sa carrière professionnelle, ses propres enfants. Tout lui a été volé par un homme qui n'a pas su résister à ses pulsions criminelles. Mais son souvenir perdure, dans le cœur de sa mère, de son père, de ceux qui l'ont connu, dans le parc qui porte son nom, dans les leçons de sécurité enseignées aux enfants de toute la région, dans chaque parent qui serre son enfant un peu plus fort après avoir entendu son histoire. Léa n'est plus physiquement présente, mais son impact sur le monde continue. C'est la seule consolation possible dans une tragédie aussi absolue. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les indices disséminés tout au long du récit? La mention de la camionnette blanche, les travaux dans la vieille maison, l'importance de la photographie numérique encore balbutiante en 2003? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ces cas réels, qui nous rappellent la fragilité de nos existences et l'importance de rester vigilants pour protéger ceux que nous aimons.